Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le point lecture de tous mes titres lus en janvier dernier. 7 romans, quelques titres du Cold Winter et puis des titres qui n'avaient rien à voir, des SP. Et j'ai démarré l'année 2025 par un service presse, pas du tout, une lecture commune puisque j'ai lu avec Dorian le tome 1 de la Guilde des Ombres d'Anatrice. Donc nous on lit la version poche de chez Pocket. Ici on est dans un univers de dark fantasy. Si jamais vous ne connaissez pas du tout la Guilde des Ombres, on va faire la rencontre d'une petite fille au début de l'histoire qui s'appelle Panama et elle va être recrutée par deux deux grands directeurs, mais je ne sais plus comment on les appelle. Par deux seigneurs, voilà, par deux seigneurs de la guilde qui vont aller la chercher dans un orphelinat où elle est suite au décès de ses parents, et ils vont lui laisser le choix, soit tu viens avec nous, bien soit on te laisse croupir dans ton orphelinat. Panama, elle se rend très vite compte qu'elle finalement, si elle veut, on va dire, avoir une vie potable dans cet univers, elle n'a pas vraiment le choix, donc elle va les suivre et elle va être formée. Donc ce premier tome, en fait première partie de premier tome, c'est la formation de Panama pour devenir un assassin. Donc nous, comme elle, on va découvrir l'univers de la Guilde des Ombres. On est, pendant une grosse partie du roman, vraiment complètement immergé dans cet univers de la Guilde, ses règles, les différents personnages qui sont à l'intérieur, et notamment Faucheur, qui est le mentor, on va dire, de Panama. Et une relation va s'installer entre eux, une relation extrêmement gênante, extrêmement malaisante. Vous en avez peut-être entendu parler. Je vais pas vous mentir, j'ai adoré ma lecture. Je l'ai absolument bouffé. Voilà, le roman, il fait 830 pages. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu cette sensation avec une lecture. On est d'abord sur une plume extrêmement accessible, addictive, intéressante. Moi, j'ai plongé très facilement dans cette histoire. Alors certes, il y a quand même beaucoup d'informations à intégrer, que ça soit dans la structure de la Guilde des Ombres, mais également dans ce qu'on va découvrir un petit peu après, plutôt dans la deuxième partie du roman, sur l'ensemble de l'univers proposé par l'autrice, comment tout ça fonctionne, les différentes organisations, les problématiques qu'ils ont les uns et les unes par rapport aux autres. L'univers, il est riche, il est effectivement plutôt développé sur le dernier tiers, et finalement c'est pas trop mal parce qu'on a déjà beaucoup d'informations à intégrer sur la guilde, sur les deux premiers tiers. Tout ça, j'ai adoré. Le personnage de Panama m'a parfois un peu agacée. Pour moi, c'était le cliché de l'adolescente égoïste, et j'avoue que j'avais parfois envie un peu de la claquer, sachant qu'en plus, elle est extrêmement forte, elle va beaucoup progresser. L'entraînement que va lui donner son mentor va aussi la faire progresser encore plus vite. Elle va devenir, je pense que vous vous en doutez, elle va devenir un assassin de talent. Elle se fait des amis, on va rencontrer d'autres personnages à l'intérieur de la guilde. C'est un univers extrêmement sombre. C'est effectivement pour moi complètement de la dark fantasy. C'est un univers qui est intriguant, un univers qui est dur, qui est difficile. Comme son nom l'indique, les assassins, ils assassinent. Voilà, parfois c'est propre, parfois ça l'est moins. Ils répondent à des contrats, donc que vous soyez d'accord ou pas, quelque part, le contrat, il est signé, ils y vont. Donc voilà, il y a vraiment aussi pas mal de questions. Et c'est aussi un peu ça qui m'a agacée avec Panama. Mais voilà, remettons-le dans le contexte. C'est une enfant, puis une adolescente, puis une jeune adulte. Je trouvais qu'elle ne remettait pas en cause du tout. Elle ne se posait pas du tout de questions non plus par rapport à là où elle était, par rapport aux relations qu'elle a. Très égoïste, très auto-centrée. C'est ce côté-là qui m'a un petit peu gênée. Je trouve que... surtout sur le dernier tiers, on sent que l'autrice va nous proposer aussi des choses au niveau des intrigues politiques et des enjeux politiques. J'ai adoré cette première partie de premier tome, puisque chez Pocket, ils ont mis tome 1, tome 2. Mais là, on est vraiment sur la première moitié du premier tome. J'ai adoré ma lecture. Voilà, je ne peux pas dire le contraire. Je l'ai dévoré, je l'ai lu très rapidement. J'ai adoré l'histoire, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré comment l'autrice nous propose tout un tas de complots et de choses qu'on sent arriver. Et je ne vous cache pas que là, je suis en train de lire le deuxième tome, et effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont un petit peu amorcées ici et qu'on découvre, oui, un petit peu plus dans le tome 2. Bref, moi, j'ai adoré. Il n'y a pas de scène spicy dans ce roman-ci. Il y a des allusions. Il y a des choses qui sont un peu dérangeantes, mais pas de scène spicy. Voilà, je précise. On a effectivement une relation malsaine qui s'installe, qui est un peu gênante, mais voilà, ça va encore, je veux dire.
Le tome 2, c'est autre chose. On en reparlera le mois prochain quand je vous parlerai du tome 2. Voilà, mais en tout cas, moi, j'ai adoré le tome 1. Et donc, on poursuit avec Dorian, notre découverte de la Guilde des Ombres. C'est une excellente lecture. J'ai voulu ensuite passer sur toute autre chose parce que comme j'avais beaucoup aimé ce roman de Dark Fantasy, je n'ai pas voulu repartir dans de la fantasy et je suis partie sur autre chose. J'ai lu une comédie romantique avec meilleurs vœux et Va au diable de Émilie Parizeau, publiée chez Hugo Poche. Bon, c'est un téléfilm de Noël. J'allais dire que c'est ce que j'en attendais. J'en attendais pas beaucoup plus sur ce type de titre. Je ne m'attends pas à avoir des choses incroyables. C'est mignon. Il y a une thématique qui est intéressante qui est proposée sur la fin du roman. La plume, elle est sympathique, elle est agréable, ça se lit très bien. Mais franchement, bon, on n'est pas sur le titre du siècle. Voilà, j'ai passé un bon moment. C'était sympa, c'était mignonnet, c'était pas prise de tête. Donc voilà, c'était pas mal. Par contre, ouais, j'ai retrouvé des clichés qu'on retrouve. Alors, vous allez me dire, c'est une romance de Noël, tu t'en doutais. Oui, c'est vrai, mais parfois, les clichés ne me dérangent pas. En fait, ils sont là. Et sauf que ici, ça m'a un peu agacée. Les personnages principaux m'ont agacée parce que je trouve que parfois... Alors, vous allez me dire, oui, tu l'as aussi dans d'autres... Oui, c'est vrai, dans d'autres comédies romantiques, dans d'autres romances. Oui, c'est vrai. Mais là, je ne sais pas, ça m'a gênée. Donc, voilà. Ce côté, on se chamaille sur des quiproquos ridicules qui durent des pages et des pages, alors que ça pourrait être solutionné en 2 phrases. Voilà. Et ça a tendance un petit peu à m'agacer. Leur problème de communication, finalement, entre les deux m'ont vraiment agacé. L'héroïne, je l'ai trouvée saoulante et chiante. Je suis désolée. Et puis, par contre, j'ai bien aimé. On est ici dans un univers de décoration intérieure en fait et j'ai trouvé que ça c'était plutôt sympathique. Voilà, donc une romance qui m'a fait passer un moment sympathique, les persos m'ont agacé, j'ai retrouvé quelques clichés un peu trop présents à mon goût qui m'ont saoulé, mais voilà, c'était sympa. J'en garderai pas un souvenir à mon avis, si vous m'en parlez dans 3 mois, je pense que j'aurais oublié. Voilà, je vais pas vous mentir et je suis pas certaine non plus de relire l'autrice parce que bon, c'était pas dingue. Ensuite, j'ai lu Les Gardiens de Solune de Ottavia Conteville et Amaury Château-Renard. C'est publié aux éditions Twinkle. Ici, on va suivre des animaux qui sont dans une forêt et on apprend assez vite au début de l'histoire que la forêt où tous ces animaux vivent, la forêt, elle est en train de brûler. Voilà, donc on va suivre ces animaux qui vont essayer de survivre malgré ou à côté de cet incendie. Voilà. J'ai trouvé que la plume était très agréable, je l'ai lu assez vite, mais si au début finalement j'ai été, alors j'irai pas jusqu'à dire emballée, mais agréablement surprise par ma lecture, parce que je suis pas la lectrice la plus fan quand on est comme ça dans les animaux. Alors c'est un titre young adulte, alors jeunesse peut-être un peu compliqué, mais young adulte version young, voilà. Voilà, je suis pas très fan quand on est dans la tête des animaux comme ça, mais... La plume au début m'a plutôt plu, j'ai plutôt accroché, je suis partie en me disant finalement ça a l'air plutôt sympa. Mais assez vite, j'ai ressenti des longueurs dans cette histoire alors que, franchement c'est vraiment écrit assez gros, hein, donc voilà. Il y avait des longueurs et on passait d'un sujet à l'autre et j'avais finalement un peu de mal à identifier quel était vraiment le fil directeur de cette histoire. Finalement, quelle était l'histoire? J'avais l'impression qu'on était parti avec un point de départ et qu'en cours de route, les auteurs ont changé de direction. Ça m'a un peu... alors, gêné, c'est un peu fort parce que c'était toujours agréable de suivre ces animaux, mais... ça m'a un peu perturbée. Voilà, alors je me disais, mais en fait, c'est quoi l'histoire? C'est ça, ce que tu m'as dit au début, ou c'est plutôt ça? Donc bon, j'ai lu ce roman en entier, hein, clairement, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Plume agréable, quelques lenteurs, quelques sensations de lenteur. Et puis voilà, je suivais ces animaux avec plaisir, franchement, parce que je me suis bien attachée à ces différents animaux qu'on va rencontrer. Mais je me demandais où on allait en fait vraiment parce que je trouvais que le fil directeur n'était pas clair, pas évident. Et puis il y a aussi autre chose, alors ça c'est mon regard d'adulte, à nouveau je le précise parce que en fonction de la style éditoriale peut-être que ça gênera moins. L'humanisation qui est proposée des animaux, elle est sympathique, elle est agréable, mais elle est complètement improbable. Alors certes c'est une histoire... de fantaisie, pourrait-on dire, sur un fond réaliste avec des belles valeurs. C'est sympa de voir les animaux s'associer, se lier d'amitié, avoir des connexions les uns avec les autres, mais c'est absolument pas crédible.
Voilà, donc ça m'a un peu, j'ai un peu tiqué, mais ça à nouveau, c'est mon regard d'adulte. Je suis pas particulièrement fan, c'est ce que je disais au démarrage, de l'humanisation des animaux. Les animaux, même si j'adore les animaux, vraiment, je leur ferai pas de mal, pas du tout. C'est un procédé que je n'aime pas beaucoup, l'humanisation, parce que les animaux ne fonctionnent pas comme des êtres humains. Ce sont des êtres sensibles, bien évidemment, mais ils ne fonctionnent pas, leur mode de fonctionnement n'est pas du tout celui des êtres humains. Et c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. Par contre, c'était très très mignon à lire, vraiment, effectivement. Il y a beaucoup de belles valeurs qui sont défendues, notamment à la fin. On va forcément parler de la protection de la nature, de la protection des animaux et des espèces au sens large. Voilà. C'était une lecture sympathique. À nouveau, je ne suis pas certaine que je le relirai un jour, mais je pense que peut-être à un jeune adolescent, ça lui plaira et ça lui parlera davantage qu'à moi. Mais franchement, je ne vais pas bouder mon plaisir, c'était une lecture sympathique. Voilà. Malgré les petits défauts que j'ai évoqués ici. Je suis ensuite partie sur toute autre chose puisque j'ai lu Les Contes Fantastiques de Noël. C'est donc une anthologie, une vieille anthologie publiée chez Librio il y a très 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 longtemps puisque on est encore sur une anthologie à 10 francs. Ça date un peu. Hein. Donc ici, on a donc une compilation de 4, 6, 8, 10, 12 nouvelles de différentes époques. Majoritairement 19e siècle quand même, je crois. Ouais, c'est ça, on est majoritairement sur du 19e siècle. Alors déjà, la première impression que j'ai, c'est que je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'avais pas lu d'auteur classique. Donc déjà, j'ai dû me reconnecter un petit peu et me dire, oula, là, on va être sur des plumes travaillées avec du vocabulaire 19e, donc un petit peu ancien, avec une manière d'écrire et de raconter les histoires assez différente, notamment par rapport à l'horreur et au fantastique. Donc déjà, il y a eu ce côté-là, relire des textes classiques, j'ai trouvé ça agréable sur le fond, et puis j'étais contente de découvrir certaines plumes que je n'avais jamais lues, ou d'en retrouver quelques-unes, puisque par exemple, j'ai déjà lu Charles Dickens, j'ai déjà lu Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Robert Louis Stevenson, ceux-là je les avais déjà lus. Et la plume, je pense, qui m'a le plus plu finalement, c'est Alphonse Allais, que je n'avais jamais lu, mais j'ai beaucoup aimé sa plume. Du recueil, c'est finalement ces deux nouvelles qui m'ont le plus plu. Il n'y a pas vraiment d'histoires qui m'ont marqué, comme je disais, sauf les deux d'Alphonse Allais où il y a une petite touche humoristique qui m'ont plus plu. Comme je disais également, on est sur des titres du 19e, donc on est effectivement bien davantage sur des ambiances plutôt que sur de l'horreur avec du gore, avec des screamers, etc. etc. On n'est pas du tout dans ça. C'est aussi en ça où je disais que pour moi c'était important de me rappeler ce que c'était écrire un texte classique, effectivement. J'avais peut-être un peu oublié, ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas lu, effectivement. Donc ça, c'était agréable. Il n'y a pas vraiment de titres de nouvelles qui m'ont effrayée, qui m'ont vraiment fait peur. On est parfois plutôt, on tire un peu vers le gothique également. Il y a pas mal de nouvelles aussi où il y a une grosse présence du côté religieux qui est évoqué forcément autour de Noël. Et j'avoue que ce côté religieux sur certaines nouvelles, ça m'a un peu lassée, ça m'a un peu fatiguée. Je crois que notamment celle de Dickens, il parle énormément de religion, pardon, et j'ai bien aimé aussi celle de Camille Lemonnier, La Noël du petit joueur de violon, qui m'a un petit peu fait penser à un autre conte. Je ne vais pas vous dire lequel parce que pour le coup, ça serait horriblement spoilant, mais ça m'a fait penser, notamment sur la fin, à une autre histoire. Voilà, malheureusement, il n'y en a pas vraiment qui m'ont impacté. Ça a été une lecture globalement pas mal, globalement sympathique. J'ai passé un bon moment. Il y a des nouvelles que j'ai préférées à d'autres, mais ça, c'est le jeu des recueils de nouvelles. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, en tout cas, c'est un constat. Il n'y a pas vraiment de nouvelles qui est sortie du lot, si ce n'est que, voilà, la découverte de la plume de Alphonse Allais est plutôt sympathique. Voilà, mais si vous avez l'occasion de le lire et si vous avez envie de redécouvrir des plumes d'auteurs du 19e, je peux vous le recommander. Voilà. Ensuite, toute autre chose, vous avez vu, je suis vraiment passée pas mal du coq à l'âne quand même hein, sur ce mois de janvier. J'ai lu un service presse, j'ai lu La momie du Titanic de Philippe Gamelin, envoyé par les éditions de l'Alchimiste, et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, c'est un roman popcorn comme je les aime. Alors, pour moi, un roman popcorn, c'est un roman qui vous procure du plaisir, qui est fun à lire, qui ne va pas forcément vous demander de révolutionner le monde littéraire, mais vous lisez, vous passez un chouette moment.
et c'est après tout souvent, principalement ce qu'on leur demande. J'ai beaucoup aimé et franchement, je relirai l'auteur dans d'autres textes avec grand plaisir. Donc ici, on va démarrer en 1912 avec la commission d'enquête qui est chargée de comprendre et d'analyser, presque de trouver un coupable sur l'accident du Titanic. Suite à cette commission d'enquête, on va nous repartir dans le passé. Alors, quelques années avant, peut-être pas quelques années avant, mais un petit temps avant, je ne sais pas si j'ai l'année, si c'est ça. On reste quand même en 1912, mais on part en mars et on va partir en Égypte où deux hommes très très riches ont décidé de se lancer un défi et de récupérer une momie prétendument dans un endroit dans lequel il n'y a plus aucune momie dans la vallée des rois. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais il fut une époque où eh bien, que ça soit les hommes qui cherchaient les momies ou le gouvernement égyptien, tout le monde considérait qu'il n'y avait plus rien à trouver en Égypte. Depuis, finalement, ils ont tous compris qu'il y avait encore énormément de choses à découvrir en Égypte. Mais en tout cas, en 1912, il fut un moment où tout le monde pensait que c'était terminé. Et donc, il y a deux hommes qui vont se lancer un défi en se demandant eh bien, d'aller chercher chacun retrouver une momie à un endroit précis. Et de cette petite guéguerre entre ces deux hommes, il va y avoir un lien avec le Titanic. Voilà, je vous en dis pas plus parce que finalement, voir le lien entre les deux, c'est assez fun aussi. Le style, il est agréable, le rythme est plutôt dynamique, on s'ennuie pas. Il y a des petites touches d'humour. Moi, j'ai passé un excellent moment. On est un roman qui est à cheval entre les mythes égyptiens, l'ésotérisme et l'historique puisque l'auteur reprend quand même des personnages ayant réellement existé et suit plus ou moins les événements qui ont amené à ce que le Titanic coule complètement, quoi. Donc on est vraiment sur un mélange que moi j'ai trouvé vraiment très sympa, très dynamique, très joyeux. Et oui, il y a quelques petits clins d'œil au film Titanic aussi. Alors, contrairement à beaucoup, c'est pas un de mes films préférés, loin de là, mais j'en ai quand même identifié quelques-uns. Donc c'était plutôt fun aussi de voir que l'auteur avait réussi à intégrer comme ça quelques petites références au film. C'était plutôt pas mal. Il y a un petit creux vers le milieu quand même. Je trouve qu'il y a un moment où une fois qu'on est passé sur la première partie découverte, qu'on est sur le Titanic, il se passe un certain nombre de choses. Et il y a un moment, il y a un petit ralentissement comme ça. Mais le dernier tiers du roman, il part finalement sur un sujet un peu inattendu. En tout cas, si vous l'avez lu, je pense que vous verrez de quoi je parle. Ou en tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour qu'on en discute. On est vraiment sur un truc qui se passe. Je voyais pas ça du tout comme ça. Et c'était pas mal. C'était fun, c'était une lecture super agréable, légère. J'ai beaucoup, vous l'entendez, je pense, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'adore l'Égypte, je suis assez passionnée du Titanic. Et voilà, c'est vraiment les deux sont combinés. J'étais très curieuse de le découvrir. Et le mélange fonctionne super bien. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de le découvrir... et si vous voulez un roman popcorn, un roman qui va vous faire passer un super moment, franchement, foncez. Voilà. Quand je dis roman popcorn, pour moi, dans ma bouche, c'est très très loin d'être... c'est pas du tout péjoratif, hein, loin de là. C'est des romans où à la limite, quand vous lisez, vous pouvez manger du popcorn, quoi. Vraiment, c'est très très fun. Ensuite, tant que j'étais dans les services presse, je me suis dit, allez, on enquille, parce que j'étais super curieuse de le découvrir. Donc, j'ai lu La Division Armuriane, le volume 1, La Nouvelle Garde de Richard Roger, également aux éditions de l'Alchimiste. Là, on va être en Allemagne en 1935. Une jeune femme qui s'appelle Amalia von Lins. Elle est une espèce de sorcière comme ça et elle va s'acoquiner avec bien le régime en place et elle va leur promettre d'aller récupérer dans un autre monde une espèce d'énorme arme qu'elle pourra donner au milieu politique de cette époque. Je ne veux pas trop le citer parce que je ne sais pas trop comment va gérer YouTube par rapport à ça. Donc, je pense que vous voyez de qui et de quelle période je parle. Allemagne 1935, voilà, je pense que vous avez compris. Donc, d'un côté, il y a cette jeune femme et forcément, grâce aux résistants, cette jeune femme va s'installer dans un endroit avec un certain nombre de scientifiques autour d'elle pour travailler autour de ce projet. Et vous vous doutez bien que la résistance étant ce qu'elle est, il y a un certain nombre d'informations qui vont leur arriver et ils vont décider de mener l'enquête pour essayer de comprendre qui est cette femme et qu'est-ce qu'elle essaie de faire venir de cet autre monde. Voilà, on est dans cet univers-là.
À nouveau, plume super agréable, immersif. On est à nouveau, un peu comme dans La momie du Titanic, dans un mélange entre des personnages et des événements historiques et une histoire complètement imaginaire. Donc on est dans un roman à nouveau à cheval entre l'historique et le fantastique et l'ésotérisme. Voilà, on est aussi dans un roman comme ça qui mélange plusieurs sujets. J'ai trouvé malgré tout que ce tome était assez introductif et c'est normal puisque je crois qu'on aura 4 tomes. Donc le volume 1, le volume 2, le 3 et le 4, forcément 4 tomes. Enfin, parce que là, ça va être 1, 2 et ceux d'après, ça va être également 1, 2. Voilà, mais c'est 4 tomes du même univers, enfin voilà, série. Ici, l'auteur nous présente bien évidemment les personnages, ils sont quand même assez nombreux. Les enjeux, on est déjà dans le complot, on a déjà pas mal de suspense, on a, attention, quelques scènes qui sont assez gore, qui sont assez visuelles pour ceux qui sont les plus sensibles. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais peut-être que pour certains qui sont sensibles, ça peut les heurter, les choquer. L'auteur est déjà sans pitié avec certains de ses personnages, donc je me demande ce que ça va donner par la suite. En même temps, l'univers dans lequel il navigue est un univers quand même assez difficile, ils prennent beaucoup de risques. Il y a forcément pas mal de dénonciations, l'auteur prend le temps parce qu'on va suivre des personnages qui sont issus de l'Allemagne de 1935, donc on va suivre quand même des personnages qui ont un cheminement de pensée. Comment pourrait-on dire ça? Détestable? Voilà, je pense que détestable, c'est un peu light encore, mais on est sur ce sujet-là. Donc l'auteur, forcément, il va dénoncer un certain nombre de choses. Il va dénoncer le comportement des gouvernants de l'Allemagne de cette époque. Donc voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté du tout. On est sur un roman fantastique où une femme essaie de les aider, mais l'auteur, lui, ne laisse pas planer le doute du tout sur ce qu'il peut en penser. Donc on est vraiment sur ça. C'est extrêmement intriguant pour la suite. Moi, je me pose beaucoup de questions. Où est-ce que... Enfin, suite aux événements qui arrivent là juste à la fin, mais qu'est-ce qui va se passer? Franchement, qu'est-ce qui va se passer? J'ai beaucoup aimé et je compte bien... voilà, je ne sais pas encore si je vais le demander aux éditions de l'Alchimiste ou si je vais me le procurer directement, mais je compte bien lire la suite parce que j'aime beaucoup ce mélange historique, fantastique, ésotérique. Et ouais, et je me pose pas mal de questions. Tant que j'étais dans les services presse, j'ai reçu... courant janvier, un SP que j'avais eu via la masse critique de Babelio, c'est Pendez-le haut et court de Reda Bekeshi, publié aux éditions Alphil. Donc c'est un roman où on va être situé à Oran, un roman policier, puisque à Oran, on a un individu qui sème la terreur, donc il est recherché par la police. Je crois qu'il tue des gens. Et on va suivre principalement un journaliste et un commissaire qui forcément vont mener l'enquête pour essayer de découvrir qui est cet homme et quelles sont ses motivations. C'est assez rare, mais c'est un roman que j'ai abandonné assez vite, vraiment assez vite. Je crois que je ne suis même pas allée jusqu'à la page 100. Je n'ai pas du tout adhéré à la plume de l'auteur. C'est assez rare parce que, surtout sur un service presse, j'essaie de pousser. Mais là, vraiment, je n'y arrivais pas. Je ne comprenais absolument rien. Je crois que le premier chapitre, je l'ai lu 3 fois. Alors certes... j'étais dans une période un peu compliquée, j'avais pas mal de choses, mais c'est quand même assez rare que je sois obligée de relire 3 fois un chapitre pour essayer de comprendre quelque chose, sachant qu'en plus, quand on lit un roman, l'auteur il nous attrape en fait dès le début, quoi. Et là, il m'a pas attrapé du tout, quoi. Il m'a fait fuir. Je n'ai pas aimé du tout la plume. J'ai trouvé que c'était brouillon, que c'était fouillis et que j'avais des scènes qui étaient accolées les unes aux autres. Alors, heureusement que j'avais lu la 4e et je voyais à peu près où on allait, mais je pense que si je n'avais pas lu la 4e, je me serais demandé pendant longtemps quel était l'objectif de cette histoire. J'ai été complètement perdue et franchement, à un moment, j'ai pas eu la foi. J'avais aucune envie d'y revenir. Et vous savez que moi, je ne fais pas partie des lecteurs, même s'il s'agit d'un service presse qui me force. Ça l'a pas fait, c'est tout. Voilà, j'espère qu'il plaira à d'autres personnes que moi. Mais malheureusement, avec moi, ça l'a pas fait du tout. Et je suis tellement dégoûtée parce que, je vous l'avais dit en boucle, je crois, c'est un auteur qui est originaire, qui est né... il est né en Algérie et il a grandi au Maroc. Et je lis très peu d'auteurs d'Afrique ou d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, pardon. J'étais très contente d'avoir un auteur issu de cette région-là. Et j'étais dégoûtée. Voilà, j'étais dégoûtée que ça l'a pas fait. Je suis vraiment dégoûtée. Voilà, bon, tant pis. Peut-être que je le retenterai un jour et on ne sait jamais, mais j'avoue que celui-ci, vous sentez, je pense que ça ne l'a pas fait du tout et je suis vraiment dégoûtée. Et j'ai terminé le mois avec une toute petite lecture parce que forcément, dans mon planning de lecture, j'avais prévu lire celui-ci. Donc, quand je l'ai abandonné, je me suis retrouvée un peu qu'est-ce que je lis. Comme je voulais absolument terminer
une lecture le 31 janvier. Je ne voulais pas le prolonger sur début février puisque j'ai mon challenge 28 jours, 28 titres qui devait démarrer pile le premier, donc je ne pouvais pas. Parce que dans ma palle du Cold Winter, il n'y avait plus de petits livres. Enfin, j'ai lu un graphique, vous le verrez un jour dans un update graphique. Donc à côté, il me fallait un roman assez court. Et ben voilà, du coup, je suis allée prendre un livre court, le livre du Grand Secret de Serge Brussolo, publié chez J'ai lu. Et là, on est sur du Brussolo, what the fuck. C'est pas la première fois, ça sera pas la dernière. On va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Purcell et tous les étés, ses parents l'envoient chez son grand-père, qui a une petite maison un peu paumée en Alaska comme ça. Son grand-père, c'est un ancien écrivain. Et alors, son grand-père, il est... alors, on ne sait jamais, en fait, s'il dit la vérité et si cette vérité, elle est complètement incroyable, ou alors s'il est juste complètement taré. Voilà, on est à la limite entre les deux. Forcément, j'ai retrouvé la plume de Brussolo, donc ça m'a beaucoup plu. Ici, on est sur un roman qui va nous mélanger le policier, le fantastique et cette lisière de la folie et de la réalité où on ne sait pas trop si cet homme, ce grand-père, si tout ce qu'il raconte à son petit-fils, ben... c'est vrai, et si c'est vrai, c'est absolument incroyable et complètement fou. Ou s'il est juste voilà, complètement fou et s'il raconte n'importe quoi, qu'il a complètement vrillé suite à un certain nombre de choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman. On est paumé jusqu'à la fin. Alors, c'est un roman qui est assez court, hein, parce qu'il fait 125 pages. On est paumé. L'auteur, il nous balade comme ça jusqu'à la fin. Et comment dire, alors je réfléchis pour essayer de vous dire des choses sans trop vous en dire parce que je vais en même temps vous donner envie de le découvrir, mais c'est vrai qu'il n'avait pas une bonne note sur Livre Addict. Je comprends pourquoi, parce qu'effectivement l'auteur va pas forcément vous donner de réponse, donc vous allez un peu rester sur finalement je sais pas si c'est vrai ou s'il est fou, mais bon. Voilà, quand on a lu comme un petit peu de Brussolo, on est un peu habitué à ça, à ce que l'auteur ne nous donne pas forcément de réponse, nous laisse comme ça dans le doute. Il y a des questionnements intéressants, voilà, sur l'avenir de notre planète et sur l'avenir de l'humanité. Et alors j'ai vu un avis, il y avait quelqu'un qui a mis sur Livre Addict, je crois, que c'est le roman parfait pour les complotistes. Je suis d'accord. Je vais reprendre cet argument à mon compte. Effectivement, je pense que pour ceux qui ont une tendance un petit peu à envisager tout sous l'œil du complot, faut lire le livre du Grand Secret. Je pense que voilà, ça passera bien. Mais ça s'est lu très très bien. J'ai beaucoup aimé, franchement, je peux pas dire le contraire. Même si c'est un peu what the fuck et un peu perché, mais c'était très cool à lire. Voilà, mon point lecture de janvier est maintenant terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez lu certains des livres dont j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!